Bien, bonjour à tous. Ah, l'Empire romain. On pourrait passer des heures à en parler de cet empire qui a marqué et dominé le monde pendant presque 500 ans. Il a vu naître de grands empereurs et a été pendant plusieurs siècles le symbole de l'unité et de l'ordre. Plusieurs étapes ont marqué cet empire et je vous propose de retourner ensemble dans le passé et de retracer la vie de l'empire en 10 étapes. On est en -27, après une période de forte tension sur le plan politique et militaire qui a résulté en une guerre civile. Octave devient empereur et se renomme Auguste. Que s'est-il passé avant cela? Après la mort de Jules César en -44 par Cassius et Brutus, une guerre civile se déclenche entre ses partisans et ses adversaires. Cette lutte de pouvoir et d'influence est symbolisée par deux noms, Octave et Marc-Antoine. Octave, fils adoptif de son grand-oncle maternel Jules César, va progressivement se construire une réputation pour reprendre le flambeau de César. Marc-Antoine, quant à lui, est déjà un militaire reconnu par ses batailles avec César en -52 lors de la guerre des Gaules à Alésia et est nommé maître de la cavalerie par le dictateur César. Déclaré ennemi public suite à l'hostilité du Sénat et de Cicéron, il va réussir à réunir une importante armée pour reconquérir le pouvoir et en -43 va partager les territoires romains avec Marc-Antoine et Lépide lors d'une alliance politique appelée le Second Triumvirat. Octave récupère lors de ce traité la partie occidentale du royaume, tandis que Marc-Antoine, ensuite, récupère la partie plutôt orientale. Il va aussi se marier avec la sœur d'Octave, Octavie. Marc-Antoine va se rapprocher de l'Égypte de Cléopâtre, reine d'Égypte, et va même s'installer en Égypte, puis rompre avec la sœur d'Octave. Octave va user habilement de la situation pour décrédibiliser Marc-Antoine et se poser en défenseur de la civilisation romaine. En -32, la guerre entre les deux conquérants reprend, et en -30, après la bataille d'Antium, Marc-Antoine et Cléopâtre se suicident. Octave va ensuite prendre de plus en plus d'importance à Rome et s'empare légalement du pouvoir qui lui sont conférés à vie par le Sénat. En -27, il devient le commandant suprême des armées, il peut réformer la liste des sénateurs à son bon vouloir et dispose d'un pouvoir législatif important. En -27, il se renomme Auguste et devient empereur. La stabilité revient dans l'Empire romain, les citoyens n'opposent aucune résistance à l'avènement d'Auguste, lassé par 20 ans de tensions, de guerre civile et de terreur pour la lutte du pouvoir. La paix s'installe dans l'Empire. Auguste va continuer les campagnes militaires et va chercher à étendre ses conquêtes en Germanie, à la fin sans succès. Il va aussi entreprendre des travaux à Rome et dira même « J'ai trouvé une Rome de briques et laissé une Rome de marbre ». Il fera construire par exemple le Forum d'Auguste, il construit ou rénove 80 sanctuaires, le temple de Mars Vengeur, le temple de Jupiter Tenant. Il meurt en 14 et laisse la main à Tibère, auteur d'une très bonne carrière militaire lors du règne d'Auguste. De nature plutôt prudente et habile, il a arrêté l'expansion militaire romaine, préférant sécuriser les frontières déjà présentes. Il sera rattaché malgré lui à plusieurs scandales. La mort de Germanicus, général très populaire chez les Romains et qui pouvait devenir le successeur de Tibère. À cela s'ajoute la mort de son fils et son potentiel successeur, Drusus. Il commence alors à avoir peur pour sa propre vie et se retire à Capri, ce qui permet à son conseiller et confident de toujours de le trahir et essayer de prendre le pouvoir avant de se faire assassiner par Tibère. Trahi et toujours meurtri par la mort de son fils, ne pouvant plus faire confiance à personne, il va terminer sa vie à Capri et va mourir en 37 après 22 ans de règne. Caligula est ensuite nommé empereur. Un début de règne assez prometteur le voit appliquer une politique libérale marquée par l'abolition du crime de majesté, l'amnistie des prisonniers politiques et la remise en circulation d'ouvrages interdits. Il abolit certaines taxes et accorde des aides financières à ceux ayant perdu des biens suite à un incendie. Après quelques mois, il devient fou suite, peut-être, à une maladie. En 39, une crise financière suite aux dépenses de Caligula éclate et certains historiens affirment que Caligula commença à tuer des individus pour récupérer leurs propriétés. Il a aussi projeté de nommer son cheval Incitatus consul. Une de ses phrases célèbres reste « qu'il me haïsse pourvu qu'il me craigne ». Il meurt en 44 après seulement 4 ans de règne. Claude va lui succéder. Premier empereur né hors Italie,
Il est méprisé étant enfant en raison de ses déficiences physiques, mais est le seul représentant de la dynastie julio-claudienne après la mort de Caligula. Il va continuer à centraliser le pouvoir conformément aux souhaits d'Auguste pour mieux gérer les finances de l'Empire. Il va aussi chercher à étendre l'Empire en Mauritanie et en Grande-Bretagne. Il nommera son fils Britannicus en référence à ces dernières. Claude meurt après un dîner en 54, probablement empoisonné par sa femme, Agrippine. Son fils adoptif, Néron, va le remplacer à l'âge de 17 ans. Le début de son règne est plutôt bon, mais est surtout l'œuvre de Sénèque, son précepteur, et Agrippine, sa mère. Son règne est aussi le théâtre de beaucoup de scandales. Les nuits de débauche, le meurtre de sa mère, l'exécution d'Octavie, sa première femme. Le grand incendie de Rome, en 64, est un événement qui ternit encore un peu plus l'image de Néron, même s'il n'est peut-être pas responsable. 4 ans plus tard, en 68, Néron va se suicider sous pression des différents hommes politiques influents qui veulent sa destitution. Une période s'achève alors, celle des Julio-Claudiens, et une grande période d'incertitude et de doute va commencer dans l'Empire. Après Néron, la lutte pour le pouvoir fait rage et le spectre de la guerre civile ressurgit à Rome. Des généraux vont se faire nommer empereurs pour finir assassinés quelques mois après. Pendant l'année 68-69, il n'y a pas moins de 4 empereurs à Rome. Le premier de la série est Galba, qui règne 7 mois et prend des mesures impopulaires pour redresser les finances. Après plusieurs révoltes, il fut tué par Othon qui prend sa place. Othon va lui régner pendant 3 mois avant de se donner la mort suite à un conflit avec le nouveau empereur Vitellius. Vitellius, faisant preuve de grande cruauté, tient 8 mois avant de se faire renverser par Vespasien en 69, qui bénéficie cette fois du soutien du peuple romain et qui fonde la dynastie des Flaviens. La stabilité perdue lors de cette année 68-69 est enfin retrouvée. Cependant, la guerre civile a laissé l'Empire en piteux état et Vespasien va devoir attendre avant de pouvoir payer les soldats. Empereur avare mais modeste, il sera globalement apprécié des Romains. Il est connu pour avoir procédé à de véritables innovations dans le domaine fiscal, comme une taxe pour les Juifs vaincus lors de la guerre, ou encore une taxe sur la collecte d'urine, car l'argent n'a pas d'odeur selon lui. Pour votre information, les premières toilettes de Paris furent nommées Vespasiennes en souvenir de cet empereur. Il recommence la politique de stabilisation des frontières en créant des systèmes défensifs. Il va reconstruire la ville, qui a été détruite par le grand incendie de Rome en 64, en construisant le Colisée en 70, qui sera terminé en 80. Il construit aussi le Forum de la Paix et la Bibliothèque de la Paix. Son fils et conseiller, Titus, va reprendre l'Empire à la mort de son père en 79. Comparé tout d'abord à Néron, ce qui n'est jamais une bonne nouvelle, la mort de son père va le transformer, et par mémoire, il va continuer sa politique dans l'Empire. Il renonce au plaisir, et choisit ses conseillers parmi les hommes les plus respectables de Rome. Il assiste, impuissant à l'éruption du Vésuve en 79, qui ensevelit Pompéi, mais il va faire tout son possible pour aider les rescapés avec des subventions et des dons. Il viendra en personne secourir les gens lors d'une épidémie de peste. 2 ans après sa nomination, il va mourir mystérieusement, certains parlent d'empoisonnement, d'autres de mort naturelle. Il reste avant tout un excellent empereur pour les Romains, et son frère cadet Domitien va le remplacer et construire l'Arc de Titus, qui est toujours visible à Rome. Domitien rompt avec la politique de son père et de son frère, qui était un peu plus coopérative. Il souhaite être un despote, éclairé comme Auguste, et rend le Sénat obsolète. Il pense en effet que l'Empire romain doit être gouverné par une monarchie d'ordre divin, à la tête de laquelle il veut être un empereur bienveillant. Il va gérer l'Empire de manière appliquée et sérieuse. Par exemple, il fait annuler les projets de loi quand il soupçonne un conflit d'intérêts et écarte des tribunaux les jurés qui ont accepté des pots de vin. Il va aussi innover lors des combats de gladiateurs en organisant des batailles navales, des batailles nocturnes ou des combats de gladiateurs femmes. Il continue la rénovation de Rome en construisant par exemple l'Odéon, le stade de Domitien et le palais de Domitien. Il va mourir assassiné en 96 par une conspiration organisée par des membres de la cour. Cela clôturera le règne des Flaviens dans l'Empire romain. Domitien, par son règne autocratique et sérieux, sa politique militaire de défense, ses diverses constructions et sa politique économique maîtrisée, va être le précurseur d'une période florissante de l'Empire romain. L'apogée territoriale et économique de l'Empire romain va en effet arriver 20 ans après lui, et même s'il a agi en despote en faisant drastiquement perdre de l'influence au Sénat, il sera vu comme un bon empereur par les historiens modernes. Dans une prochaine vidéo, nous continuerons notre voyage dans le temps et analyserons la période suivante et l'apogée de l'Empire romain, puis son déclin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour plus de contenu historique. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
À plus.